Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Président Xavier Bertrand, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le Président Guillaume Lacroix, de m'offrir l'hospitalité de ces lieux et de cette maison à laquelle j'ai appartenu il y a de cela longtemps et à laquelle finalement je reste fidèle, puisque le creuset de valeurs que vous portez haut et depuis si longtemps est ce patrimoine républicain dont nous avons grandement besoin dans la période particulière où se trouve notre pays. Et si j'ai adhéré, c'est une histoire ancienne maintenant, au début des années 80, à la fin des années 70, alors que j'avais moins de 18 ans au Parti radical de gauche, c'est pour des raisons qui tiennent à ce que l'école m'avait appris du discours de ses pères fondateurs. C'est à l'école que j'ai découvert ce qu'avaient été les combats des pères fondateurs de la République, de Georges Clemenceau, lorsqu'il s'était agi d'affirmer de façon déterminée l'attachement à la laïcité à un moment de la construction de la Troisième République où certains hésitaient à la voir advenir trop rapidement. C'est dans les livres d'histoire que j'ai appris à quel point il était important pour les pères fondateurs de la République que la religion fût rapidement séparée de l'État, dans un pays où le pouvoir politique et le pouvoir religieux avaient longtemps convergé pour imposer un ordre de droit divin qui voulait qu'un régime ne soit légitime que dès lors qu'il était conforme aux principes venant de loin et qui étaient des principes de dimension et de caractère religieux. Et comme cette confusion avait engendré un modèle politique qui n'était pas fait que de respiration démocratique et de liberté, il était logique qu'au moment où la République s'affirmait comme une ambition de liberté, comme une ambition démocratique, on organisa le divorce de la religion et de l'État, non pas pour ériger l'État en un ensemble d'institutions hostiles à la religion, mais pour faire en sorte que par la neutralité qu'il s'imposait à lui-même, il permette à la liberté de conscience de devenir la règle. Et la laïcité n'était pas dans l'esprit des pères fondateurs de la République et des grands laïcs. Simplement la possibilité de croire ou de ne pas croire, et dès lors que l'on avait fait le choix de sa religion d'être en situation de pouvoir la vivre librement, c'était aussi, à travers ces principes que l'on posait au cœur de la République, la possibilité pour chacun, par ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre, de respecter l'autre comme on se respecte soi-même. Et c'est par ce truchement-là que la République a réussi à affirmer son unité et son indivisibilité, et que nous avons réussi, même si je n'aime pas cette expression, à faire nation. C'est pour toutes ces raisons-là qui tiennent à votre histoire profonde et que j'ai appris dans les collèges de la République, et pas n'importe lequel des collèges de la République, cher Xavier Bertrand, c'était dans votre région, dans les Hauts-de-France, au collège Gabriel Avez, ce collège de Creil, où en 1989, la question du voile s'est posée, et où j'ai été élève de la 6e jusqu'à la 3e, c'est-à-dire un collège particulièrement difficile et défavorisé. Je le dis pour tous ceux qui ont tendance à considérer que, étant trop chic, vestimentairement, j'aurais moins de légitimité que d'autres à parler des villes où les difficultés se rencontrent. Mais c'est là où je suis né, et c'est là où j'ai vécu, et c'est là où j'ai appris. Et c'est là où mon père, instituteur de la République, ardent partisan de la laïcité, nous réunissait, mon frère et moi, le week-end, autour de la table du logement de fonction fort petit qu'il occupait dans l'école, et où il rassemblait des élèves de toute origine, de toute religion, pour une grande partie d'entre eux citoyens français, mais qui n'avaient pas nécessairement la même histoire, ni qui, d'ailleurs, n'avaient appris dans les mêmes livres leur religion, mais qui, tous autour de la table,
était contraint d'apprendre à écrire et à lire pour savoir, à la fin de l'année, raisonner, en être libre. C'était ça, la culture qui m'était inculquée. Et si je suis venu dans votre parti au début de ma vie politique, c'est pour des raisons qui tiennent à cette histoire, et c'est pour des raisons aussi qui tiennent à ce que mon éducation m'a apporté de passion de la République et des valeurs que nous avons en partage. Et c'est donc aujourd'hui le cœur plein de tristesse et d'émotion que je viens devant vous après l'événement qui s'est produit hier et qui s'ajoute à tous les autres que nous avons vécus depuis le début des années 2010 et qui sèment à chaque fois qu'ils se produisent dans notre pays le même sentiment qui porte un nom, que vous comprendrez, puisque vous les éprouvez vous-même, ces sentiments. C'est le chagrin. Car dans la République, telle que nous aimons la voir en partage, et telle que nous sommes prêts à la défendre dans l'unité et l'indivisibilité de la nation, on ne décapite pas un professeur, un enseignant, au motif que dans ce sanctuaire qu'est l'école, il a voulu faire en sorte que par l'enseignement qu'il dispense et la pédagogie qu'il met en œuvre, il y ait dans l'école, à la fin de la journée, des êtres et des citoyens libres. Et si les laïcs, les pères fondateurs de la République, ont voulu qu'on laisse aux portes de l'école les croyances, les convictions religieuses, les appartenances philosophiques avant qu'on y entre, ce n'était pas parce que les républicains concevaient que chacun d'entre nous devait se dispenser de penser et de faire ses choix. C'était simplement parce que dans l'idéal républicain, on aspirait à ce que ces choix fussent faits librement, par des consciences auxquelles on n'imposait rien, par des consciences sur lesquelles ne s'exerçait aucune pression, d'aucune nature, destinée à imposer une pensée, une radicalité, parce que dans l'idéal républicain hérité des Lumières, il n'est que des citoyens libres, et l'école est le lieu, précisément, où l'apprentissage de la liberté se fait par l'apprentissage des connaissances, sans qu'aucune pression d'aucune sorte ne s'exerce ni sur les élèves, ni sur les enseignants étant ceux par lesquels la connaissance passe et se transmet. Et je voudrais dire, pensant à ces enseignants et à ces instituteurs qui ont fait la République, et parmi lesquels je vois le visage de mon père tel que je vous l'ai décrit, l'immense respect que nous devons à la mission qu'ils accomplissent, nous qui sommes, pour des raisons qui tiennent à l'histoire, d'ardents républicains, et rappeler à quel point, en s'attaquant à ce sanctuaire qu'est l'école, c'est à la République, à ses principes, à ses valeurs, à ces figures qu'il incarne qu'on s'est attaqué, c'est à notre unité et à notre indivisibilité qu'on a voulu s'en prendre, et c'est la raison pour laquelle il est indispensable, dans les circonstances particulières où nous nous trouvons, que la réponse que nous apportions ensemble, par-delà ce qui peut nous séparer politiquement les uns des autres, cher Xavier, soit la réponse de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, dans la sagesse dont nous avons su faire montre depuis maintenant de nombreuses années, à chaque fois que notre pays a été confronté aux épreuves auxquelles il doit faire face aujourd'hui. Nous ne décréterons pas l'unité et l'indivisibilité de la République sans que quelque chose se passe après la tragédie qui a frappé notre pays hier. J'évoquais les souvenirs. Je n'évoque pas les souvenirs pour convoquer des nostalgies. Je n'évoque pas non plus les souvenirs en pensant que demain pourrait ressembler à hier, dès lors que nous parviendrions à trouver le moyen de reconstituer le décor de ce que fut parfois l'école de notre enfance. Non. Je pense, bien au contraire, que ce que nous devons faire, c'est essayer de sonder profondément
les cœurs, les âmes, pour essayer de comprendre par quel phénomène, par quelle évolution funeste nous en sommes arrivés en France, où la laïcité a une signification particulière, où l'école a un rôle singulier, en arriver à ce point où l'on assassine sauvagement un enseignant au motif précisément qu'il a voulu faire en sorte qu'il y ait dans son école des citoyens libres et capables d'exercer leur libre conscience. On parle beaucoup d'autorité. Mais l'autorité, bien entendu, j'y reviendrai dans quelques minutes, doit être le fait de l'État, mais elle doit être le fait de la société dans son ensemble. J'évoquais tout à l'heure cette école de mon père et cette école de la République. Dans cette école-là, je m'en souviens comme si les choses venaient de se passer à l'instant. Quand l'instituteur haussait le ton de sa voix, non pas pour imposer un autoritarisme qui aurait éloigné le maître de ses élèves, mais au contraire pour montrer une direction qui permettait à ses élèves de ne pas perdre le sens des choses ni la direction du chemin. Je ne voyais pas à l'époque de parents d'élèves venir demander des comptes à l'instituteur sur les raisons pour lesquelles il avait précisément montré le chemin et dit quelle était la direction. Ah oui, les parents venaient à l'école, je m'en souviens, mais pour remercier le maître d'école du travail qu'il avait fait en accompagnant les enfants dans l'éducation que leurs parents s'employaient à leur dispenser, parce qu'à l'époque, dans leur rôle d'éducateur, les enseignants et les parents ne faisaient qu'un. Alors, dans les circonstances particulières où nous nous trouvons, j'aimerais, et sans vouloir sortir de mon rôle, j'invite tous les parents de toutes les écoles de France de manifester aux enseignants qui ont besoin du soutien et du concours de la nation dans son ensemble, le respect profond qu'ils ont pour la mission que les professeurs et les maîtres d'école accomplissent dans le pays pour l'éducation de tous les enfants de France, et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dans notre pays ceux qui peuvent avoir accès à l'école pour avoir une chance de réussir et les autres qui n'y auront jamais accès, mais pour qu'au contraire, dans l'école de la République, l'égalité réelle dont parlaient les présidents de région avec les élus tout à l'heure soit possible, et que la République redevienne ce système politique dans lequel chacun, d'où qu'il vienne, puisse avoir sa chance d'accéder aux plus grandes et aux plus belles responsabilités publiques pour que la mixité sociale, pour que l'ascenseur social fonctionne de nouveau. Alors oui, nous avons besoin, dans les jours, dans les heures qui viennent, que tous les parents, que toutes les associations de parents d'élèves, partout en France, autour des enseignants, des professeurs et des écoles, disent leur foi dans l'école de la République et le soutien que l'on doit à ceux qui, en première ligne, essaient de donner le meilleur aux enfants de la République. Et nous devons aussi sonder la relation que le pays entretient aux religions, et notamment à l'une d'entre elles. Car en fait, il nous faut nommer les choses, dire ce à quoi nous sommes confrontés, désigner les phénomènes pour ce qu'ils sont. Nous devons toujours dire ce que nous voyons. Et pour reprendre l'expression de Peggy, nous devons toujours dire ce que nous voyons, surtout lorsqu'il est difficile de voir ce que l'on voit. Nous avons en face de nous une idéologie qui ronge de l'intérieur l'islam de France et qui porte à la République des blessures destinées à la diviser, à organiser en son sein la confrontation. Cette idéologie, elle porte un nom. C'est l'islamisme. C'est le dévoiement d'une religion par un petit nombre d'individus qui n'ont que la haine à l'esprit, la haine de ce que nous sommes fondamentalement, la haine de l'amour que nous avons de la liberté, la haine de l'amour que nous avons de notre prochain et qui nous conduit, surtout lorsqu'il est différent de nous, à nous mettre à sa place par le truchement de ce que l'on appelle l'altérité pour refuser d'imposer à ceux qui sont différents de nous, mais qui sont nos prochains,
la violence que l'on n'aimerait pas qu'on nous inflige à nous-mêmes. C'est cela l'altérité, c'est aussi cela la République. Et s'ils étaient en situation de faire cet exercice profondément humaniste qui consiste à se mettre à la place d'autrui, oseraient-ils imposer à autrui la violence qu'ils ont imposée à l'enseignant qu'hier ils ont décapité lâchement? Non, ils ne le feraient pas. Alors oui, il est important, dans le contexte dans lequel nous sommes, de dénoncer l'islamisme pour ce qu'il est et de dire sans la moindre complaisance que la République, dans l'ensemble de ses institutions, est déterminée à le combattre par tous les moyens de droit, et je dis bien tous les moyens de droit dont la République dispose, dans la plus grande fermeté, parce que la République ne parviendra pas à créer les conditions de la résistance à cette idéologie si elle n'est pas suffisamment ferme dans les principes qu'elle énonce pour y faire face. Et donc moi je ne suis pas de cette gauche, je le dis très clairement, parce que nous ne sommes plus à un moment de l'histoire de notre République où nous pouvons biaiser, chercher des synthèses et des compromis improbables lorsque l'essentiel est en jeu. Non, moi je ne suis pas de cette gauche qui théorise le fait que la République, dans ses institutions, organiserait la discrimination et la relégation. Non pas que je conteste qu'il y ait des formes de discrimination dans la République, et non pas que je considère qu'il faille rester aveugle face à elle. Non, bien au contraire. Je pense que dans la République, il est indispensable de combattre toutes les formes de discrimination, mais que la République est plus forte à le faire si elle est capable d'apporter la démonstration à tous ses enfants qu'elle n'est pas un système qui, institutionnellement, a tourné contre ses enfants, une partie d'entre eux, ces institutions pour les discriminer et les reléguer. Donc, à tous ceux qui, dans la radicalité la plus grande, parfois à gauche, expliquent qu'il y aurait une organisation de l'État destinée à faire en sorte que la police reçoive des consignes par lesquelles on finirait par laisser à croire qu'il y a une consubstantialité de la violence à la police, que la police serait par nature violente et qu'elle aurait reçu des instructions pour ce faire, que les institutions de la République seraient là pour organiser la discrimination et que, par conséquent, le sentiment de la relégation qui en résulterait légitimerait toutes les formes de violence pour en sortir. Cela qui relève d'une pensée radicale à laquelle parfois certains se laissent aller, ne correspond pas à la gauche humaniste dont vous êtes les héritiers et dont je suis moi-même un héritier fier de l'être. Je comprends très bien les discours sur le rassemblement, le dépassement. Il n'y aura pas de possibilité pour la gauche républicaine, compte tenu des défis dont nous parlons à l'instant, de faire face aux enjeux du moment sans se rassembler. Mais il n'y a pas de rassemblement sans une force qui dit clairement qui elle est, à quoi elle croit, d'où elle vient, dans quelle direction elle s'engage, sans une volonté absolue, compte tenu des défis du temps, de dire ce que l'on veut pour la France et la conception que l'on a de la République. Et lorsque je vois quelques responsables de gauche dans des manifestations où parfois la violence s'enquiste, dire devant les caméras de télévision à des manifestants qui sont là présents, faites attention, il y a des policiers, ce sont des barbares, moi qui ai vu parfois des manquements dans la police parce que j'étais ministre de l'Intérieur, qui est parfaitement conscience du fait qu'il peut y avoir des policiers qui manquent à leurs obligations déontologiques et qui n'ait jamais dit, comme ministre de l'Intérieur, que le ministre de l'Intérieur devait être derrière les policiers, quoi qu'il fasse, parce que je pense que le ministre de l'Intérieur doit être devant eux pour leur montrer la direction de ce que sont notamment leurs obligations déontologiques. Je n'accepterai jamais, parce que j'ai été derrière le cercueil de policiers et de gendarmes pendant 5 ans qui avaient perdu leur vie face à la violence quotidienne pour assurer la protection des Français, d'appartenir à une famille politique, à une sensibilité politique, celle de la gauche, dans laquelle on puisse théoriser qu'il y a une consubstantialité de la violence à la police, parce que les policiers sont, comme les enseignants, des fonctionnaires qui remplissent une mission difficile, qui incarnent l'état de droit compte tenu de la responsabilité qui leur incombe et qui le font avec un courage dont on a vu au cours des derniers jours à quel point il les exposait gravement
à la violence. Alors nous ne pouvons pas appartenir à cette tradition dont vous êtes les tenants, dont vous êtes les héritiers, dont nous sommes les héritiers, c'est-à-dire à cette tradition humaniste, profondément humaniste, sans rappeler ses principes avec la plus grande netteté et avec la volonté de la clarté, parce que c'est à travers la clarté qu'on parvient à convaincre, parce que la politique, et quand on est radical au sens où vous l'êtes, pas au sens où je vous déconseille de ne l'être jamais, quand on est radical comme vous l'êtes, la politique est un art de la conviction. Elle n'est pas un art de la séduction. Et la conviction implique que l'on soit capable de dire, y compris face à des publics dont on n'est pas sûr qu'ils ont envie d'entendre le discours que vous tenez, ce à quoi vous croyez, parce que la politique est un art de la conviction, est aussi un art de la sincérité, et qu'il est illusoire de prétendre rassembler quiconque à gauche si, sur ces questions dont je parle à l'instant, il n'y a pas de la clarté, de la sincérité, et si la direction n'est pas fermement montrée. Dans la République telle que nous l'aimons, il n'y a qu'une communauté qui est la communauté nationale. Rien, ni personne, ni aucune règle, ni aucun prêcheur ne peut jamais créer les conditions pour que dans la République, une autre loi que celle votée par le souverain ne dise quelle est la direction des choses. Ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est qu'il y a par-delà nos appartenances philosophiques, politiques, religieuses, un creuset de principes et de valeurs qui transcendent tous les autres et qui fait que nous aimons à nous retrouver au sein de la même nation. Et qui fait qu'au sein de la même nation, nous acceptons la confrontation de nos points de vue avec respect et tolérance, précisément parce que ce qui nous rassemble dans cette nation est beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous diviser en raison de nos appartenances politiques et religieuses. Et donc, il ne peut y avoir aucune loi, aucune règle émanant d'une religion, d'un groupe qui viendrait s'imposer à tous les autres en contravention avec ce que sont les principes et les règles de la République. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la loi de 1905 sur la laïcité, dans son article 31, posait magnifiquement le principe que nul ne peut être inquiété, contraint, ennuyé par la force de la violence, à adhérer à une religion ou à la pratiquer de telle ou telle manière plutôt que de telle ou telle autre, précisément parce que la loi de la République garantit cette liberté que nous avons en trésor et en partage. Je voudrais, parce que je ne veux pas être trop long et je sais à quel point, à partir de 13 heures, les radicaux ont d'autres préoccupations que celles des discours qu'on leur tient, et c'est bien légitime. Et si cette organisation n'était pas ainsi orientée, elle cesserait d'être elle-même. Ça fait partie aussi de ces traditions que nous avons en partage et qu'il nous faut être capable de respecter. Mais je voudrais conclure mon propos par quelques mots sur la conception que nous devons avoir de la politique. Et je le dis en présence de Xavier Bertrand, dont je ne partage pas toutes les orientations politiques, je vous rassure, mais dont j'apprécie l'investissement qui est le sien à la tête de sa région et l'énergie qu'il met à défendre ce à quoi il croit pour le pays. Je vois dans la politique trop d'abaissement et trop de démagogie. Il m'arrive parfois d'avoir le sentiment que la tendance est trop grande à confondre la foule et le peuple. C'est ce que Aristote avait déjà condamné en s'en inquiétant grandement, il y a de cela très très longtemps, les radicaux n'existaient pas encore, lorsqu'il s'inquiétait de la mutation de la démocratie en ochlocratie, c'est-à-dire le gouvernement non pas du peuple par le peuple, mais la dénaturation du gouvernement du peuple, par l'attention trop grande portée à la foule. Trop souvent, ceux qui parlent et qui ont des responsabilités politiques pensent s'adresser au peuple en s'adressant à la foule, c'est-à-dire qu'ils cèdent à l'abaissement de la démagogie. Et précisément,
au charme de la séduction dont je parlais tout à l'heure et qui est très orthogonal de ce que sont les exigences et les rigueurs de la conviction. Nous sommes dans un moment grave, particulièrement grave. Ce qui se joue dans notre pays touche à ce qu'il est ontologiquement, fondamentalement, essentiellement. La pensée républicaine, le creuset des valeurs que nous avons en partage, la possibilité de continuer à faire nation. Dans un moment où les partis semblent avoir disparu, où les organisations syndicales semblent se taire, où ceux qui gouvernent ne prennent pas suffisamment leur avis, ou parfois même ceux qui gouvernent en se réjouissant qu'il n'y ait plus de partis politiques, comme il y en eut à l'époque où nous adhérions, en raison de nos convictions, à des formations qui se battaient pour accéder au pouvoir et qui le faisaient en ayant l'exigence de produire des idées. Tout cela procède d'une déréliction démocratique et d'un abaissement de notre système qui me préoccupe grandement. Et dans la radicalité, qui est très à la mode à gauche, je vois beaucoup de postures faciles qui parlent à la foule et dont je suis convaincu, pour être un passionné d'histoire, que ces propos, ces paroles, ces postures apparaîtront très vite comme ayant tourné le dos au peuple. Et moi, j'ai la préoccupation du peuple. Je n'ai pas le désir de plaire à la foule. Et je pense que dans le moment historique particulier où nous nous trouvons, nous devons avoir cette discipline personnelle, chacun et chacune d'entre nous, qui doit nous conduire absolument à faire en sorte, à chaque fois que nous nous exprimons, de ne pas convoquer l'intérêt que nous avons à dire les choses en raison du but politique à court terme que nous poursuivons, mais nous devons nous interroger sur le fait de savoir si ce que nous disons est bon ou pas pour la France, y compris lorsque, dans l'opposition, comme je le suis, en disant ce que l'on croit bon pour la France, on apporte son soutien au gouvernement sur certains des aspects de la politique qu'il conduit. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas éprouvé le besoin d'alimenter de la polémique sur les masques et sur les conditions dans lesquelles le gouvernement a conduit la stratégie qu'il a conduite au moment de la crise sanitaire, parce que pour avoir été confronté dans mes responsabilités aux côtés de François Hollande à des crises extrêmement graves, je sais la difficulté de prendre des décisions quand on est animé, et je suis convaincu que ce fut le cas de ceux qui étaient en responsabilité, qui le sont encore dans ce gouvernement au moment de la crise sanitaire, à une crise aussi grave que celle à laquelle ils sont confrontés. Mais il y a tant de sujets de la politique gouvernementale sur lesquels on peut ne pas être d'accord, rassurez-vous, j'ai ma liste, qu'on peut se permettre d'apporter un soutien sur des choses aussi graves que celle de la crise sanitaire ou de l'événement qui s'est produit hier. Et essayer à chaque fois que l'on parle de se poser la question de savoir si on abaisse ou si on élève le débat, de savoir à chaque fois que l'on parle si on contribue en sincérité à dire ce que l'on croit bon pour le pays ou si simplement on s'attache à dire ce qui est bon pour soi-même ou pour le parti auquel on appartient à court terme. C'est quand même une discipline qui, dans la période particulière où nous sommes, vaut la peine d'être mise sur le métier. Alors, je le dis ici parce que nous sommes dans le parti de Pierre Mendès France. Et pardonnez-moi, mais moi, je préfère Pierre Mendès France à Maduro. Pierre Mendès France, on me dit c'est démodé. Non, Pierre Mendès France, c'est une méthode qui n'est pas démodée, c'est une exigence de rigueur intellectuelle. C'est une nécessité face aux événements d'essayer d'être à la hauteur, sans jamais d'ailleurs être sûr d'y parvenir, parce que c'est l'histoire qui dit, longtemps après qu'on a disparu d'ailleurs, si on a réussi ou pas. Alors, comme je sais que vous êtes les héritiers de tous ces principes et que vous êtes d'ardents et passionnés républicains, je voulais en sincérité vous livrer ces propos qui n'ont vocation de faire de peine à personne, encore moins d'inquiéter quiconque, puisque vous avez bien ressenti et compris la distance à laquelle je me tiens des choses. Non pas parce que j'ai perdu la passion du pays, au contraire, elle n'a jamais été aussi grande, mais parce que je veux disposer de cette liberté qui me conduit à dire ce que je crois, sans qu'on se pose la question de savoir pourquoi je le dis. Je le dis parce que je le crois. Et je le crois parce que je suis parmi vous et que j'ai en partage l'amour de la République et de la France.